Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Le week-end, j'ai pas bougé. J'étais en mode série télé. J'ai continué mon exploration de la série Game of Thrones, House of the Dragon. Le 8e épisode, oui, je crois. On attend le dernier épisode de la première saison. Je crois va certainement arriver la semaine prochaine. Et puis, j'ai continué aussi la série de Old Man avec Jeff Bridges. Non, j'ai pas regardé ça. The Old Man, oui, c'est une série d'agents secrets, d'anciens agents secrets. Ah oui, tu m'en parlais la dernière fois. Il y a eu des rebondissements. Oui, il y a eu des rebondissements. Il y a eu vraiment un gros rebondissement parce que on pensait par exemple que la fille du personnage joué par Jeff Bridges, en réalité, on l'avait cachée. En fait, il l'avait cachée dans un endroit où on ne pourrait pas la retrouver. Après, on se rend compte qu'elle travaille même au cœur du FBI. Et elle est même au cœur de l'enquête parmi les enquêteurs qui sont censés le retrouver. Et donc, tu vois que c'est complètement dingue, quoi. Et puis bon, son vieil ennemi, on comprend aussi un peu plus pourquoi est-ce que celui qui était son ami avant est devenu son farouche ennemi à l'époque où il était agent de terrain en Afghanistan. Et puis on se rend compte qu'il a eu une idylle avec la femme du type. Ils ont fui ensemble. Il y a des films que tu regardes, que tu as déjà regardé mais que tu reçus encore. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Mais même si je ne le fais pas trop parce que... Bon, moi, sauf si vraiment, si j'ai reçu un film, si j'ai pas vraiment compris, je le fais par exemple avec Dune. Dune, j'ai dû le suivre 2 ou 3 fois. Dune quand même. Oui, parce qu'au début, tu vois, j'aime tellement les effets spéciaux. Quand tu en as plein, tu as un grand écran, tu en as plein la vue. Donc, des fois, tu ne te focalises pas sur les petits détails. Il y a un petit détail, un scénario, une parole qui peut t'échapper. Je pense que je vais reçuivre Dune quand le 2 va sortir. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je reçus la deuxième fois. Et si la première fois, peut-être, je me focalise sur les images, les effets spéciaux, les lieux et tout ça. La deuxième fois où je vais reçu, maintenant, je vais me focaliser sur les personnages. Qui fait quoi en relation avec qui, etc. Donc, c'est ce que je fais en général. Mais... Ça m'arrive. Mais bon, par exemple, moi, je suis très fan de la saga Star Wars, donc je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai suivi les épisodes 4, 5 et 6. Voilà, il y a des jours où je me dis, bon, même à l'époque, quand j'étais en congé, bon, je ne le fais plus à cause de mes obligations. Mais avant, je me disais, bon, aujourd'hui, je me fais ma journée Star Wars. Je commence de l'épisode 1 à l'épisode 6 toute la journée. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où? En Chine. Tu as fait le tour de l'actualité internationale le week-end avant d'avoir le point précis de ce dont on va parler ce matin. Oui, j'ai fait le tour. Mais disons que aujourd'hui, on va parler de la Chine. Et puis, peut-être demain, on va revenir un peu sur la situation en Ukraine. Parce qu'il y a eu des évolutions. Pour résumer crescendo, la Russie a un peu répliqué à la contre-offensive d'une part et surtout à l'attaque du pont de Crimée. Et donc il y a eu des bombardements intensifs. En fait, on a recommencé comme si on était au début de la guerre où avant les Russes avaient, si tu veux, concentré leur attaque sur l'est de l'Ukraine, donc sur les zones où se trouvent les républiques les régions qui ont maintenant été intégrées à la Russie. Donc la Russie en fait a montré qu'elle a une capacité encore de nuisance très 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 forte et donc les choses il y a eu, si tu veux, un blocage de l'avancée des troupes ukrainiennes sur le terrain. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Défense avait été reçu, je crois, la semaine dernière avec les représentants de l'OTAN pour demander plus de matériel. Je crois que la France a décidé d'envoyer encore 6 canons César supplémentaires. Elle a décidé aussi, la France, de mettre en place un programme de formation de 2000 soldats ukrainiens pour essayer de renforcer les capacités opérationnelles des Ukrainiens. Mais derrière ça aussi je vais en parler après, il ne faut pas oublier que le 6 novembre prochain, il y aura les élections de mi-mandat. Et j'ai, au cours de ce week-end... c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat où on va renouveler un tiers du Congrès, donc un tiers
de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Et là, c'est assez intéressant parce que, certes, les médias traditionnels, je dirais les grands médias français ne parlent pas beaucoup de la campagne aux États-Unis, mais il y a un courant à l'intérieur, il y a des fissures qui apparaissent clairement au sein du Parti démocrate en raison de la position de Joe Biden, son soutien inébranlable, indéfectible, son refus de discuter avec les Russes, son refus de rechercher la paix en Europe, en Ukraine. Donc tout ça a des répercussions. Pourquoi ? Parce que la Russie est un gros producteur d'énergie, de gaz, de pétrole, de charbon, de tout ce que vous voulez. Et donc, le fait que, en plus, j'en ai parlé ici, l'OPEP ait décidé de ne pas suivre les États-Unis en augmentant les quotas de production, mais plutôt en faisant l'inverse, donc en baissant ça de 2 millions de barils jour. Ça, c'est très mauvais parce qu'une fois que ça va rentrer en mesure le 1er novembre, eh ben, automatiquement, comme je l'ai expliqué ici, ça aura des répercussions pour le prix du carburant aux États-Unis. Les Américains qui paient déjà très cher leur carburant et qui vont encore le payer plus cher, au point où, pour la première fois depuis 1973, les Américains sont en train de réfléchir sur des sanctions qu'ils veulent imposer à l'Arabie Saoudite. Vous vous rendez compte ? Des sanctions à l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, c'est un gros producteur d'énergie comme la Russie. Donc, si les Américains décident de sanctionner l'Arabie Saoudite, eh ben, comme on est sur un marché fortement spéculatif, celui de l'énergie, l'Arabie Saoudite étant le premier producteur mondial, ça va encore ça risque d'avoir un impact qu'il va encore, à mon sens, se retourner contre les Européens et les Américains qui sont de gros consommateurs d'énergie. Et surtout les Européens, parce que les Américains, au moins, ils ont l'indépendance énergétique, ils produisent de l'énergie, mais les Européens, des sanctions américaines qui feraient encore flamber les cours du baril de pétrole, ajouté à la baisse des quotas de production, toujours de ces pays producteurs, ça, ce ne serait pas, à mon avis, ce ne sera pas bien. Mais comme les Américains, eux, ils privilégient leurs intérêts d'abord à eux, s'ils estiment que les Saoudiens ne respectent plus leur partenariat et donc par conséquent, même si ça fait du mal aux Européens, pour eux, les Européens ne seront que les victimes collatérales. Donc, en tout cas, mais ça va peser lourdement sur les prochaines élections et il se pourrait, parce que les républicains, eux, ils sont dans une position totalement différente. Eux, si le Congrès devient républicain, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants, il est clair que Joe Biden n'aura plus la liberté de pouvoir à chaque fois décaisser des sommes folles, comme on l'a vu dernièrement, 625 millions de dollars d'aide supplémentaire en armement pour aider les Ukrainiens. Donc les Américains... Ça, c'est plutôt des athées. Ouais. Les Américains, enfin la nouvelle majorité, si elle est républicaine, va plutôt estimer que non, on s'est suffisamment amusé là-bas, parce que pour les républicains, le véritable danger n'est pas, comme je l'ai dit, la Russie. La Russie est peut-être la principale menace pour les alliés européens en Europe, mais pas pour les Américains. Eux, c'est l'espace Indo-Pacifique, avec notamment la Chine qui multiplie les bases navales. Ça, on ne le sait pas. Ils multiplient les bases navales, on le voit régulièrement, on n'en fait peut-être pas trop écho de notre côté, mais le ministre chinois des Affaires étrangères, lui, scrute, il va dans le Suriname, l'île de Guam, etc., dans les petits États insulaires là, dans le Pacifique, il va là-bas essayer de discuter avec eux pour mettre en place des bases navales. On a même entendu ce matin sur RFI, pour ne pas citer cette radio, que les Chinois sont en train de négocier avec le régime de Guinée équatoriale pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils pourraient installer une base navale en Guinée équatoriale. Donc ce n'est pas rien. Donc s'installer dans la zone du golfe de Guinée, qui est une zone stratégique, il y a du pétrole, il y a des entreprises, c'est une zone de passage très fréquentée, avec d'énormes ressources, également halieutiques et autres. Donc ce sont des zones là. Dans le cadre des nouvelles routes de la soie, il n'y a pas seulement des routes maritimes commerciales qui sont mises en place, mais il faut sécuriser tout ça. Et donc, ça doit s'accompagner par l'implantation de bases navales. Donc, tout ça fait que les républicains n'ont pas le même agenda que les démocrates. Et donc, si les républicains reviennent majoritaires au Congrès, il est clair qu'on va voir un autre tournant, parce que le soutien, il faut savoir que plus de 2/3 de l'aide que le gouvernement de Zelensky reçoit aujourd'hui, ça vient principalement des États-Unis. Et les États-Unis payent non seulement en armes, ils payent le fonctionnement du gouvernement ukrainien. Voilà, et donc tout ça fait que ça pèse sur le contribuable.
Pour le moment, les Américains ont encore le privilège du dollar qui est énormément utilisé comme monnaie, mais avec ce qui se passe sur le marché de l'énergie, avec les relations qui se tendent avec l'Arabie Saoudite, il ne faut pas l'oublier, c'est à partir de 1973, grâce à l'accord passé entre les Américains et les Saoudiens, selon lequel les Saoudiens devaient vendre leur pétrole en dollars, c'est ça qui a changé la donne et qui a assis durablement la puissance économique américaine. Donc ça, en gros, mais ça, on en parlera plus en détail tout au long de cette semaine. Oh, d'accord. Merci Jean-Paul. Tu voulais parler de la Chine? Oui, rapidement. Pour dire que hier s'est ouvert le 20e congrès du Parti communiste chinois. C'est un événement qui se déroule tous les 5 ans. Il est très important. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où seront renouvelées les principales personnalités qui seront à la tête des 3 organes principaux du parti, à savoir le comité central qui compte 205 sièges et 172 suppléants. On a le bureau politique du comité central du Parti communiste, le cœur même du comité central qui compte 25 membres. Et on a le comité permanent du bureau politique qui compte 7 personnalités. C'est comme le PDG? Je ne dis rien, mais tu as pu le constater toi-même. Donc, dans cette... Jean-Paul, tu n'es pas sérieux. Donc, c'est comme le PDG, est-ce que c'est un secret? Donc il y aura des changements à la tête du parti, et puis c'est l'occasion en vérité aussi pour essayer de savoir quelles orientations la politique chinoise va prendre au cours des 5 prochaines années. Il faut savoir que le système constitutionnel chinois est basé de telle sorte que la Chine est ce qu'on appelle un parti-État, c'est-à-dire qu'il y a une véritable fusion entre le parti et l'État. Les personnalités à la tête du parti sont les mêmes que l'on retrouve à la tête de l'État. Pourquoi? Parce que c'est la fonction qu'ils occupent dans le parti qui leur permet d'accéder à la tête de l'État. En Chine, il n'y a pas de fonctionnement démocratique dans le sens où il n'y a pas un vote qui va désigner les dirigeants du parti et donc les dirigeants de l'État. Pourquoi? Parce que les Chinois ont une conception de la démocratie qu'ils considèrent comme n'étant pas le meilleur instrument pour mettre la meilleure personne à la meilleure place. Eux, ils considèrent par exemple que si vous prenez toute une population, vous avez des profils hétéroclites, vous avez des personnes très qualifiées, l'élite, et vous avez le peuple. Eux, ils considèrent que le peuple n'a pas la compétence à diriger. Le peuple, un homme du peuple ne peut pas comprendre la quintessence d'un programme politique et économique, n'est pas capable de comprendre tous les enjeux stratégiques du moment. Et donc, vous n'allez pas demander à une personne du peuple qui ne comprend rien à la réalité du monde dans lequel il est, de réfléchir ou de donner son avis, parce que le vote, il considère que voter, c'est donner son avis sur les capacités ou sur une question, sur un programme, etc. Donc les gens du peuple n'ont pas cette capacité-là. Et donc ils considèrent que les gens du peuple n'ont pas voté, et ce sont les élites donc qui votent. Et ces élites-là, où est-ce qu'on les retrouve? Eh bien, on les retrouve au sein du Parti communiste chinois. Donc, c'est la raison pour laquelle les 2296 membres du Congrès vont plancher non seulement sur le renouvellement des instances du parti, mais également en réalité, on va voir aussi, à travers ce renouvellement des postes-là, on va voir surtout, si tu veux, la nouvelle configuration des forces en présence interne du parti. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, pour faire sa progression au sein du parti communiste chinois, on prenait en compte 3 éléments. La première, c'est l'expérience professionnelle. C'est sur la base de l'expérience professionnelle que l'on te copte et tu entres dans le congrès du parti. La deuxième chose, c'est le réseau, l'appartenance en termes de fractions. Il faut appartenir à un groupe ou à un réseau d'influence au sein du parti, même si cette appartenance à un groupe ou à un réseau d'influence est très difficile à vraiment mettre en avant, mais on sait que dans ce genre d'organisation, le réseautage est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, il y avait un 3e élément qui était aussi important jusqu'à il y a 5 ans notamment, c'était à savoir la limite d'âge. Il faut savoir que jusqu'en 2017, la limite d'âge était de mise pour occuper un poste au sein des organes dirigeants du Parti communiste chinois. Maintenant, en 2017, lors du 2e mandat de Xi Jinping, ce dernier avait fait sauter ce cadenas-là, et donc ce qui lui ouvrait la voie également à un 3e mandat. Parce que
Il faut savoir que le chef d'État chinois actuellement, il est âgé de 69 ans et donc en principe, il n'aurait pas dû briguer, il ne devrait pas briguer un troisième mandat au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois. Mais le verrou ayant été sauté il y a 5 ans, il aura la possibilité de pouvoir briguer un troisième mandat. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va essayer de regarder. Il faut savoir qu'à partir de 2017, Xi Jinping avait véritablement pris en main le parti, parce que lors de son premier mandat, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2012, qu'est-ce qu'il avait fait généralement? Il avait commencé par écarter ses potentiels rivaux, notamment lors de grands procès dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et à partir de 2017, il a véritablement installé ses empreintes, son assise, son influence au sein du Parti communiste chinois, ce qui lui avait permis de faire sauter le verrou de la limite d'âge, et c'est ce qui va lui permettre de briguer un troisième mandat aujourd'hui. Le président de la Chine, en fait, c'est le président du Parti communiste. Oui, le secrétaire général du Parti communiste est de facto le président de la République populaire de Chine. On a dit que Xi Jinping est passé président à vie. Non. En fait, on dit que c'était à partir de 2017. Le fait qu'on ait sauté le verrou du nombre de mandats et de la limite d'âge vont permettre à Xi Jinping, tant qu'il aura la possibilité, sauf coup d'État institutionnel à l'intérieur du parti, mais ça lui laisse la voie à la présidence à vie, un peu comme Mao Tse-tung. Et c'est là où ce sera intéressant à voir dans les années à venir, parce qu'il faut savoir que le principe de la limite d'âge avait été instauré en 2002. Pourquoi? Parce qu'on avait estimé que Mao Tse-tung, le fondateur de la République populaire de Chine, lorsqu'il était revenu au pouvoir dans le cadre de la révolution populaire en 1977, il était resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Eh bien, on sait que les dernières années, il était malade, il souffrait de problèmes de sénilité. Et donc, en réalité, il y avait un petit groupe de personnes qui tiraient les ficelles autour de lui. Et donc, lui-même, ces dernières années, ne gérait plus le pays. Et donc, pour éviter de revenir à une telle situation, on a évité de mettre à la tête du parti une espèce de gérontocratie, si on peut le dire un peu à la russe, dans les années 70, où on aurait des dirigeants qui seraient tous des personnes âgées, malades et autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle on avait mis non seulement la limite de mandat pour éviter la présidence à vie, mais on avait aussi mis la limite d'âge en le mettant à 67 ans pour éviter que les personnes séniles ne prennent le pouvoir. Et donc, tout ça, évidemment, vient d'être remis en cause, notamment par Xi Jinping. Maintenant, la question de se poser, est-ce que, et ça va être aussi un élément très important que l'on va regarder quand on va regarder le renouvellement des structures même, des personnalités qui vont composer les structures du parti, on va regarder ceux dont la limite d'âge de 67 ans avaient déjà été atteints et qui ont été renouvelés, qui ont été maintenus ou promus à d'autres fonctions à l'intérieur du parti. On va regarder les personnalités qui vont briguer un mandat autre que le deuxième mandat, qui vont faire plus de 2 mandats. Parce que ça s'applique non seulement au secrétaire général, mais à l'ensemble des organes du parti. Donc c'est là où on va voir, et derrière là aussi, on va voir quelles sont les personnalités que Xi Jinping va imposer, parce que dans ce sens-là, puisque lui-même il a fait sauter le verrou de la limite d'âge et du nombre de mandats, il va donc essayer de maintenir un certain nombre de personnalités qui sont dans la même situation que lui, pour qu'en retour, celles-ci le soutiennent dans sa volonté de se maintenir au pouvoir. Donc tout ça, c'est quelque chose que l'on va regarder, mais évidemment, lors du discours de Xi Jinping, en réalité, les grandes orientations du parti ont déjà été données, lesquelles on peut revenir rapidement. C'est premièrement, la lutte contre la Covid-19, il a dit la Chine ne changera pas de cap. On sait que la Chine applique la tolérance zéro pour le Covid. La deuxième chose, c'est évidemment la question sur Taïwan. La Chine a dit qu'elle ne transigerait pas et qu'elle continue à revendiquer sa souveraineté sur Taïwan, et qu'elle le dit, un jour, elle va récupérer Taïwan par tous les moyens possibles, y compris par la force. La troisième chose, c'est la lutte contre la corruption, bien entendu. C'est ce qui lui a permis de se maintenir au pouvoir. Et donc, il considère que c'est quelque chose, c'est un cap que l'on doit maintenir. Et surtout, ça correspond plus à la personnalité de Xi Jinping, qui a pu faire justement son ascension au sein du Parti communiste chinois grâce à ce thème de la lutte contre la corruption. Donc, pour lui, c'est encore un fer de lance de la politique qu'il entend mener au cours des 5 prochaines années. Et puis la quatrième chose, c'est la lutte contre les changements climatiques. La Chine aussi veut être un acteur majeur du changement climatique, même si pour le moment, elle n'est pas en capacité de se passer de certaines sources d'énergie comme le charbon. Les usines à charbon
fonctionnent. Il y en a plus d'une centaine en Chine qui continuent à... Il y a des centrales électriques qui fonctionnent au charbon, mais ce qui n'empêche pas la Chine de réfléchir, notamment sur la transition écologique, en promouvant la production de voitures électriques. Les marques chinoises, il y a des marques chinoises qui maîtrisent déjà les motorisations électriques et hybrides, et donc il y a aussi cette question de transition climatique là, et surtout que c'est aussi un enjeu de santé publique en Chine. On a des pics de pollution, notamment dus aux particules fines dans les grandes villes comme Pékin, et des fois on voit comment les autorités sont obligées d'interdire, de mettre en place des systèmes de circulation alternés pour essayer d'éviter de faire baisser ces pics de pollution là. Donc voici les enjeux majeurs que Xi Jinping a expliqué au cours de son discours d'ouverture de ce 20e congrès. Maintenant, il va se tenir pour une semaine, et dans une semaine, on verra à peu près quelles sont les personnalités qui vont composer, qui vont diriger la Chine pour les 5 prochaines années. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.